Vous vous souvenez, ces jours derniers, les provocations du député UMP Christian Van Est concernant la légende, dit-il, je cite bien sûr ça, la légende de la déportation des homosexuels français. Alors, ce genre de provocation n'a pas manqué d'attirer l'attention sur ces pages d'histoire et aussi l'attention sur Pierre Sell. Pierre Sell, qui est mort en 2005 au terme d'une lutte courageuse et pathétique pour la reconnaissance de la déportation et de la persécution des homosexuels, était un vieil ami de la base J'y suis. Son témoignage a fait l'objet d'un livre en 1994 et il a témoigné dans nombre de films. Son histoire et son témoignage a été évoqué par le Premier ministre Lionel Jospin, puis par Jacques Chirac. Il existe aujourd'hui une rue Pierre Sell à Toulouse, la même où nous l'avions rencontré, et à Mulhouse, sa ville natale, existe une plaque qui évoque la déportation des homosexuels, et c'est l'association Les Oubliés de la Mémoire qui milite pour la reconnaissance de cette déportation et la mémoire des homosexuels, et notamment celle de notre Pierre Sell. Mais je tiens à préciser que c'est dans la base Si J'y suis, en février 1993, il y aura tantôt 20 ans, que Pierre Sell, avec son témoignage, a été pour la première fois à l'origine de toutes cette lutte et cette sortie du placard et de l'ombre et de la nuit de cette mémoire. Donc je tiens à le préciser. Et aujourd'hui, on va revenir sur les deux émissions qu'on vous avait proposées à l'époque, en février 93, cette rencontre avec Pierre Sell qui nous avait beaucoup frappé, qui m'avait beaucoup frappé à l'époque et qui a eu beaucoup de retentissement. Donc voilà, aujourd'hui, Pierre Sell, homosexuel, déporté, un retour sur cette émission de février 1993. Moi, Pierre Sell, né le 16 août 1923 à Haguenau, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, interné au camp de concentration allemand de Fort-Brück, déporté, non reconnu à ce jour. Moi, Pierre Sell, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, déporté au camp de concentration allemand de Fort-Brück pour homosexualité. Demande officielle de la reconnaissance légale et de droit de la déportation historique des homosexuels et homosexuelles par les nazis pendant la dernière guerre. J'ai vécu ce drame dans l'horreur de la souffrance indicible. Le racisme sexuel existe. Je veux au soir de ma vie et jusqu'à mes toutes dernières forces encore persévérer pour notre mémoire et notre réhabilitation. Mon douloureux témoignage personnel de 49 années d'angoisse honteuse. Petit chapeau, petite écharpe, cravate, manteau, retraité, propret, province, courtois. La nuit, il ne dort pas dans son appartement. Tout un bordel tourmenté de papiers empilés, dossiers jetés, journaux découpés ou froissés. Sur la cuisinière, il regarde une bougie. Une bougie allumée. La bougie, c'est Jo, son ami martyr, son amour torturé. Cet homme porte plus d'histoire qu'un homme peut en porter.
Il est sans doute le seul rescapé des déportés homosexuels de la dernière guerre. Et depuis des années, à 70 ans, il se bat désespéré pour le droit, le simple droit, le plus simple des droits, la plus élémentaire des dignités. J'ai tellement étouffé cette chose pendant 40 ans, est-ce que vous vous imaginez? Avec un mouchoir, j'ai vécu sur la bouche, ne rien dire à personne. Il n'y avait que maman qui est arrivée à mon retour de Russie à savoir ce qui s'est passé. C'est à elle que je l'ai dit. Et après, on me reproche, ma femme me reproche que je lui ai jamais rien dit. Mais on ne peut parler qu'avec sa mère de ces choses-là. On ne peut pas parler avec une épouse, avec une femme. Je ne peux pas, moi je pouvais pas. Je me serais diminué moi-même. Or, dans la vie, je n'ai toujours eu qu'un sentiment de me grandir, que ce soit dans le travail, que ce soit l'exemple que je donnais à mes enfants. Je l'ai touché à un jeune. Mon amour homosexuel, c'est un amour réservé à une image, c'est un amour réservé à quelqu'un qui peut partager avec moi. Hein. Et je suis donc sorti de ce silence progressivement, c'est-à-dire d'abord maman, ensuite le silence, le mariage, 28 ans de vie commune, des enfants. Et alors, progressivement, je me suis dit, mais il faut que tu parles. Tu peux pas garder ça. Pierre Petersel, histoire d'un triangle rose. Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand, meine Werte seinen Tränen will ruhen in dein Hand. Sei es dunkel, sei er finkel, in mein kellerdicken Blick, und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück, und ich hab gar nicht kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. Rouge, les politiques. Vert, les passagers illégaux ou les délits de frontières. Jaune, juifs, polonais ou russes. Écossais, droit commun ou asociaux. Bleu, les homosexuels ou les religieux. Voilà les sigles, les signes qui marquaient ceux dont les nazis avaient décidé la disparition. De tout cela, ceux qui portèrent d'abord le sigle bleu, puis le triangle rose, on en parle peu, on n'en parle pas souvent, très peu souvent, oubliés de l'histoire ou méprisés, allez savoir. Aujourd'hui, le témoignage de Pierre Selle. Pierre Selle a 70 ans, il vient de vous le dire, et il veut absolument témoigner. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qu'on est allé chercher comme ça dans un coin et qu'on a supplié de bien vouloir parler dans le micro. C'est quelqu'un qui veut absolument témoigner et raconter son histoire. Ça se passe à Toulouse, un beau jour tranquille de Toulouse. Si on voit cet homme dans la rue, personne ne peut se douter de qui il est, ni imaginer un seul instant qu'il est le dépositaire d'une histoire aussi poignante. Bonjour monsieur.
Donnez-vous la peine de rentrer, je suis heureux de vous accueillir. Bonjour messieurs, Daniel Mermet. J'étais à la fenêtre pour vous guetter et puis j'allais à votre rencontre et puis je vous ai manqué. Voilà, on arrive. On arrive, on avance par là? Oui, oui. Écoutez, je ne vous invite pas à ranger. Hein, vous prenez comme c'est. C'est mon cadre de vie. Donnez-vous la peine, excusez-moi, hein, je suis désolé. Je vais chercher une autre chaise. Ça, c'est mon bunker, parce qu'en même temps que je fais la cuisine, c'est ici que je me concentre. Ah, mais pourquoi vous avez toutes ces galettes de roi? Oh, ça, c'est des garnitures. Je vis avec un garçon qui m'aide surtout à vivre, oui, qui m'aide à payer le loyer. Et puis alors, il m'a ramené des galettes, les unes après les autres. C'est drôle. J'ai toujours été le roi, et puis voilà. Ah Non, mais ça, c'est des trucs, vous savez, quand on est seul, on survit. Et ça aussi, vous voyez. Pourquoi cette bougie, oui, sur la cuisinière? Cette bougie, depuis des années, j'ai une bougie ici. Elle brûle pour les morts que j'ai connus en mai 41. C'est idiot, c'est terrible. Ah, c'est un souvenir des... C'est pas un souvenir, c'est une présence. Dès que quelqu'un arrive, j'éteins. Ah. Là, vous êtes là, je vais éteindre. Et vous allez partir tout à l'heure, je vais rallumer. Ah. C'est une présence que je ne suis pas seul avec ça. C'est une présence. Vous voulez que je vous montre d'abord le logement? D'accord, d'accord. J'ai posé ça là, moi. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi, vraiment. Et alors, ce bazar, qu'il y a des papiers partout. Les emballages de Monoprix. C'est en jachère, tout est en jachère. Ah, en jachère, voilà, c'est l'idée de la jachère. Je ne veux pas avancer, je veux rester, je veux m'installer dans ma mémoire. C'est ça le témoignage là que je porte. Vous voyez, il y a des affaires à mes enfants. Quand ils ont quitté la région, ils m'ont déposé des affaires, vous voyez. Ça c'est, si vous voulez, c'est presque plus un lieu de rencontre parce que ils sont là-haut sur Paris. Il n'y a que le téléphone qui encore est un lien, vous voyez. Mais vos enfants viennent vous voir de temps en temps? Quand ils viennent en vacances, quand ils viennent ici, il y a la maman a une maison en Ariège, alors là-bas ils se rassemblent. Mais moi je ne fais plus partie de tout ça. Je suis excommunié. Vous vous êtes exclu ou vous avez été exclu? Il y a des deux. Il y a des deux. J'aurais peut-être dû faire un effort. Mais on dit toujours l'autre aussi doit faire un effort. Et puis résultat, mais enfin, on n'a pas accepté mon témoignage sur l'homosexualité. Il n'a pas été accepté dans la famille. Pas du tout, par les enfants non plus? Non, parce que, à tort ou à raison, ils me reprochent de l'avoir caché à leur mère. N'est-ce pas? J'ai commencé à parler après 28 ans de mariage. Et là c'était l'étonnement général. Autant pour mon épouse que pour les gosses, que pour la famille. Il n'y avait que les Alsaciens qui le savaient, mes frères et belles-sœurs. Et il semble qu'ils ont conservé le secret. Le secret n'a pas été conservé. Ah oui. Il ne fallait pas qu'on sache que Pierre, moi je suis Pierre, que Pierre était un déporté homosexuel. Je suis né, je vais vous dire la date, 16 août 23 à Haguenau, dans le Bas-Rhin. Mes parents étaient aisés, mais toujours avec des difficultés. C'est-à-dire, j'étais le 7e enfant, hein, septième garçon. Ils ont adopté une petite fille après moi. Un milieu très catholique, très pratiquant, très catho. Quel enfant vous étiez? Du fait que j'étais le plus petit, mes frères disaient toujours, tu es l'enfant gâté, enfin ils le disent encore maintenant, qu'eux recevaient des fessées, et moi je pouvais me libérer de ça, peut-être parce que j'étais le plus petit, peut-être parce que également les parents ont vieilli entre-temps. Maman était quand même assez âgée quand elle m'a eu, je crois qu'elle avait presque 40 ans. Et
Bon, disons que c'est un bon souvenir. Je n'ai, jusqu'à l'âge de 17 ans, je ne savais pas ce que c'était la faim, par exemple, ou des problèmes de familiaux. J'ai jamais entendu disputer mes parents, par exemple. Vous voyez, tout semblait baigner. À l'époque, quand même, je crois que les parents, ça doit encore être vrai maintenant, les parents cachent beaucoup de choses aux enfants. C'est la règle, oui. C'est la règle. J'ai premièrement été élevé très français, c'est-à-dire en Alsace, vous avez quand même, encore maintenant, paraît-il, une partie qui est plutôt à tendance autonomiste. Il y a une partie qui ne déteste pas les Allemands, hein. C'est leur choix. Moi, j'adorais la France. Pour moi, tout ce qui était français, l'armée française, c'était pour moi c'était quelque chose. En plus, à l'école, j'étais assez bon élève quand même, et un souvenir que je n'ai jamais oublié, j'avais en face de moi un garçon qui était d'origine allemande, donc son père était allemand, n'était pas alsacien. Il travaillait dans une bijouterie et nous avions entre nous une querelle, celui qui faisait les plus belles rédactions françaises. Et j'étais malade à un tel point, jusqu'aux larmes, quand c'est lui qui avait une meilleure note que moi. Lui, l'allemand, n'est-ce pas? Moi, l'alsacien, lui, l'allemand. Vous voyez, c'est un souvenir. Je crois que beaucoup de jeunes de ma génération ont passé par là. J'étais en admiration devant l'uniforme. Je trouvais qu'un homme en uniforme, il faut le dire, pour moi c'était beau et ça provoquait en moi, très jeune donc, un désir que je ne pouvais pas exprimer parce que il y avait d'une part la famille, la religion, le péché, la confession hebdomadaire, n'est-ce pas? Je ne critique rien du tout, c'était comme ça. Il paraît que c'est encore comme ça maintenant. Hein, pour communier, il fallait passer à la confession. Et en plus, l'école des frères, c'était la prière le matin, à l'arrivée, etc. J'étais donc enveloppé dans cette sécurisation qui, si vous voulez, m'empêchait de vivre, une fois de plus, en fait, dès le début, mon homosexualité. Ça c'est grave. Alors vous regardiez passer les beaux militaires? Les soldats, enfin tout ce qui était les sportifs aussi, une attirance. Mais ça, tout gamin, tout enfant. Oui, je ne sais plus quel âge que j'avais à l'époque, 12 ans, 13 ans peut-être. Et quand même protégé par cet environnement de la famille, de la religion, protégé. Je l'ai dit quelque part, que si dès le début on m'avait préparé en disant il y a sur Terre l'homme et la femme, il y a plusieurs possibilités de s'aimer, certainement que ce que je vais vous dire tout à l'heure ne serait pas arrivé. Un jour, en sortant de l'école, il y avait un lieu de rencontre. C'était des WC publics, les toilettes qui étaient souterraines, près d'un square, près le square Steinbach à Mulhouse. Et là, on était plusieurs garçons à descendre et puis à se rencontrer. Voilà. Et moi, je suivais le mouvement. Je pense que je n'ai jamais été un meneur, mais enfin, ça assouvissait, si vous voulez, mon besoin de curiosité et peut-être ma recherche d'amour. Hein, c'est le mot, il faut le dire. Et il est arrivé un événement dans ce sous-sol. Un de mes voisins m'a arraché ma montre bracelet, à laquelle je tenais beaucoup. Je venais de faire ma communion solennelle. En Alsace, c'est un grand événement. Et c'était un cadeau d'une sœur à ma mère, qui était donc ma marraine et qui habitait à Paris. Alors pour moi, en plus, cette marraine, c'était Paris. La montre, c'était Paris. Vous voyez, c'est terrible de vous exprimer ça.
Il me l'a arraché, j'ai hurlé, au voleur, au secours. Les autres, tout le monde est parti, ils sont évaporés dans la nature. Et je me suis retrouvé à grimper les escaliers, mais le voleur était disparu. C'était pas un garçon de l'école. Hein. Et alors j'étais là dans ma misère. Et puis il fallait vraiment être innocent. Je suis allé au commissariat de police. Et je suis arrivé là, tout tremblotant. Et je dis au policier de service, là, d'accueil, voilà, on vient de me voler ma montre. On va faire une déposition. Et puis, un inspecteur a pris, que je connaissais, de vue, et puis lui me connaissait, le fils de la pâtisserie, une des plus grandes pâtisseries confiseries de Mulhouse. Mais qu'est-ce que tu as fait dans les WC, qu'il me dit. Qu'est-ce que tu as fait? Si papa savait ça. Textuellement, ça m'est resté. Je suppose que j'ai dû rougir derrière les oreilles, terrible. Et puis là, j'ai dit, bon, voilà, c'est un lieu de rencontre. Ah, il dit, bon, tu nous promets, tu vas bien travailler, tu ne descends plus, tu nous promets de ne plus aller là-dedans, c'est dangereux, c'est sale, etc. Et puis, on ne dira rien à papa ni à maman. Bon, merci beaucoup, je suis sorti, libre. Et ça, c'était donc dans l'année qui a précédé l'arrivée des nazis à Mulhouse. Hein. Alors, j'ai continué mon travail, j'ai eu le certificat d'études, j'ai essayé de ne plus penser à ça. Oui, si vous voulez, j'ai enterré ma nature. Hein. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Les Allemands sont venus en juin 1940. Je me souviens parce que nous sommes allés sur le trottoir, bien sûr, on était curieux quand même. Aux fenêtres, il y avait des matelas. Mes parents avaient mis des matelas devant les fenêtres, à tous les étages. Je sais que papa pleurait. Nous avions un voisin qui s'appelait Muller, qui lui était content. Il avait l'air content. Moi, j'étais triste. Ma mère était triste. Et nous étions surtout foudroyés par la force du matériel qui passait. J'ai arrêté d'aller à l'école, j'avais mon certificat, et qu'il fallait chercher du travail. Alors, il n'y avait que l'embarras du choix. Mes parents connaissaient le gérant des chaussures André, ça je le revois très bien, qui était rue du Sauvage. Ils connaissaient également le magasin de textile qui était à côté, qui était, lui, un magasin sous gestion allemande. C'était un magasin juif, mais géré, donc, sous l'occupation, par des Allemands qu'on faisait venir de l'Allemagne. Et le magasin, au lieu de s'appeler Schwab, à ce moment-là, s'appelait Enneka. Ils m'ont donné un nom allemand. Et moi, j'ai donc fait mes premières armes de vendeur là-dedans. Je me souviens de ma première vente, c'était un soutien-gorge d'ailleurs. Oui, non, c'est pas désagréable. J'aimais les froufrous, j'aimais la lingerie, et puis je sentais... je ne voulais pas aller dans la chaussure, parce que pour moi, la chaussure, c'était désagréable. Il fallait se mettre à genoux devant le client, etc. Ah ouais. Et oui, un peu d'orgueil quand même. J'ai donc été, disons, je crois, un employé modèle. J'avais les clés du magasin en plus, donc une responsabilité, très jeune, apprenti vendeur tout de suite, parce que papa, maman étaient monsieur et madame Sel à Mulhouse. Vous voyez, c'est toujours quand même l'héritage de la famille, l'héritage qui n'est pas toujours facile à assumer. Hein. Et puis, j'ai donc fait mon travail. Le soir, il y avait, le couvre-feu mettait partout du bleu aux fenêtres, à cause des bombardements, à cause des passages des avions. Et la nuit était propice aux rencontres. Hein, et oui, il faut bien que je remisse cette merde. Hein, c'est comme ça que c'est arrivé.
Et puis, j'avais quand même pas mal de copains, on peut dire copains, camarades, qui avaient des activités diverses. Nous avions... tout était motif de liberté. On allait au cours du soir, par exemple. Je n'avais pas de bicyclette, j'allais au cours en tramway, mais au retour, il n'y avait plus de tramway, donc à pied. Donc encore possibilité de rencontres, etc. Mais aussi des rencontres dans le cadre, là je suis un peu gêné d'en parler, parce que je n'ai pas fait partie d'un réseau de résistance, c'était plutôt un réseau d'amis, de camarades homosexuels. Nous distribuions des tracts, par exemple, anti-nazis. On arrachait des affiches, on en collait d'autres. Il y avait des meneurs dans le groupe qui nous donnaient un pli sans rien dire, et disaient va le porter à monsieur Untel ou à madame Untel. C'était pour nous en même temps le prix de la liberté. Je suppose que notre amitié, que nos besoins d'amitié favorisaient notre regroupement. Un soir, en rentrant du magasin, donc qui était absolument voisin avec le magasin de mes parents, il y avait juste une maison entre les deux. Hein. Et je rentre, toujours, je pense que j'étais affectueux, je pense même que je suis un tendre. J'allais embrasser maman, qui était derrière sa caisse. Vous savez, avant les pâtisseries, c'était un trône pour au magasin, bien avec le téléphone, tout ça. Puis maman était toujours bien habillée, malgré l'occupation, hein, elle était coquette. Et elle avait 10 ans de plus que papa. Au passage, je veux le dire, ça a peut-être une influence dans l'amour que je portais pour ma mère. Et puis, je rentre pour l'embrasser. Et puis, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu es convoqué à la Gestapo demain. Là, comme ça. Au mois de mai, 41. Ah. J'étais loin de penser, je reviens au commissariat de police français, j'étais loin de penser à tout ça. Je me dis, bon, dénonciation, peut-être parce que, vous savez, je vous ai parlé de ce camarade d'école qui était très fort en rédaction française. Lui, tout au début, il est venu me voir avec l'uniforme de la jeunesse hitlérienne, en uniforme. Donc, il s'était bien préparé. Elle me dit, Pierre, tu viens avec nous, on va s'amuser, ça va être chouette, etc. Je lui ai dit, non, moi je veux rien de ça. Il portait l'uniforme avec le brassard, avec la croix gammée. J'ai dit, ça, c'est pas possible. Et puis bon, je pensais à lui, tout de suite. J'avais comme une intuition, j'ai dit, ce garçon m'a dénoncé, etc. Il faut que je donne des explications. On va peut-être me forcer à le porter finalement, cet uniforme. C'était ma première... J'étais loin de penser à l'homosexualité. Alors vraiment loin. Hein. La destruction de l'État commence au moment où intervient un principe érotique. Et je le dis avec le plus grand sérieux, l'attrait sexuel de l'homme pour l'homme nuit à la bonne marche des affaires. Himmler. Je revois l'endroit, je revois tout. Il paraît que ça a été transformé depuis. Et puis, bon, les cris ont commencé tout de suite, les cris. Quels cris? Pourquoi les cris? Des hurlements, les Allemands ne peuvent pas parler, ils hurlent. C'est peut-être pour ça que j'ai tendance à hurler quand je suis en colère, parce qu'il y a peut-être, en tant qu'Alsacien, il y a peut-être aussi un peu de germanisme là-dedans. Vous voyez, il y a les deux cultures qui se sont cognées là-bas. Hurler, des hurlements, mais aussi des cris, et là, c'était les victimes. Là, c'était... les personnes qui ont été arrêtées en même temps que moi, qui ont été convoquées en même temps que moi, sur lesquelles on travaillait déjà, travaillait entre guillemets. Alors, Ça veut dire qu'on les torturait. Absolument, il n'y a pas d'autre terme. Alors en traversant, on m'a donc installé également à une table. C'est allé très vite. On m'a montré un papier qui était donc ce fameux rapport. Là, on revient donc à la catastrophe qui est arrivée avant l'arrivée des nazis. Et si je reconnaissais
Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait ma signature en bas, c'était marqué en français, etc. Lieu de rencontre, Square Steinbach. Et je n'aime pas parler des coups que j'ai reçus, que nous recevions. De toute façon, j'ai reconnu aussitôt les autres garçons. Par la suite, nous avons su que nous étions 12 à être convoqués cet après-midi-là. 12 homosexuels. 12. Et alors, les tortures, c'était les uns étaient à genoux sur une règle, les tortures simples et les tortures compliquées. Ensuite, les gifles, toujours avec la lumière, je revois les phares là dans les yeux. Et alors, ils ont commencé par un, ils ont fait descendre de pantalon pour voir s'ils n'avaient rien caché. Soi-disant, on peut cacher des papiers ou des affaires dans l'anus, il faut dire les choses comme elles sont. Et là, ça a commencé, ils sont devenus comme fous, comme déchaînés, et au point que dans une salle, ils ont battu les uns avec les autres. Le plus fort des nazis prenait un garçon et tapait l'autre avec, vous voyez. C'était vraiment la haine de l'homosexuel. La haine sur nous parce qu'on était homosexuels. Ça, j'en ai déduit tout de suite. Mais est-ce qu'ils savaient que vous aviez distribué des tracts et des choses comme ça? Non, justement, ça n'a jamais ressorti. Ça n'est jamais ressorti. Moi, j'aurais préféré que ce soit ressorti, qu'on nous dise, voilà, vous avez enlevé des affiches, vous avez distribué des affiches, etc. J'aurais peut-être, au moment de la libération, en 1945, quand je suis revenu, j'aurais peut-être été fier et j'aurais parlé de ma résistance, que j'ai fait moi aussi de la résistance. Non, on nous a diminué plus que bas, sous terre, n'est-ce pas, avec l'homosexualité. C'est au cours de cette séance de torture que vous avez été violé par les nazis? Oui, alors ça c'est une anecdote que jusqu'à présent je n'ai jamais insisté là-dessus parce que je me suis toujours réservé le droit de protéger ce souvenir. Je ne commence à parler que depuis 1 an, 2 ans de ce viol, parce que c'est trop dur, c'est trop... pour moi c'est lié aussi toujours à cette notion de honte, d'abaissement, n'est-ce pas? Maintenant, si je revois la scène, et si je devrais la décrire en toute réalité, le viol en lui-même n'était peut-être pas la chose la plus terrible. C'était le sang qu'il y avait partout. N'est-ce pas, sur les papiers, sur les tables, il y avait du sang partout, comme dans une boucherie. Et toujours les cris, les hurlements des nazis, et nos propres cris à nous aussi, des cris de douleur, de souffrance, n'est-ce pas? Parce que vous avez des gens qui savent souffrir dans le silence, qui mettent la main dans la bouche pour se taire, pour accepter la souffrance. Et il y en a d'autres, moi j'ai hurlé comme quelqu'un qu'on égorge, n'est-ce pas? Mais le malheur, c'est que plus je hurlais, plus je les excitais, plus ils étaient violents, plus ils sortaient leur violence, vous voyez. Et vous ne pourriez rien faire, ils étaient armés, premièrement, ils étaient bottés, et nous, on était à moitié dévêtus, avec du sang partout. Et ça a duré quand même longtemps, cette séance, l'après-midi. Dans les différentes salles, ça bougeait, ça bousculait d'une salle, on venait vous tirer dans une autre. Et il y avait toujours, ça, je l'ai peut-être passé exprès sous silence, j'avais dans le magasin où je travaillais un petit ami qui était vraiment, tous les deux, nous étions très heureux de nous aimer, Jo et moi. Et c'est important que je le dise parce qu'il a été convoqué en même temps que moi, Jo. Et là-dessus, donc, on nous a montré un autre papier où il y avait le nom que nous avons tout de suite reconnu d'un prêtre, un aumônier du lycée de Mulhouse, un prêtre jésuite, il est maintenant décédé.
La Gestapo nous a demandé, vous l'avez connu, comment l'avez-vous connu, etc. Et là, nous avons été très forts, nous avons réussi à ne rien dire. Jo et moi, jusqu'au bout, nous avons protégé ce prêtre. Il n'a pas été arrêté. Il aurait suffi qu'on cède, nous deux, à notre souffrance, qu'on signe, par exemple, ou qu'on fasse une allusion quelconque, et cet homme aurait été arrêté. Le soir même, mon père et mon frère, qui devaient donc se marier dans la quinzaine, se sont présentés à la Gestapo et ont demandé, après moi, qu'est-ce que devenait Peter. Moi, je suis en Alsacien, ça s'appelle Peter. Ah, votre fils, c'est un Schweinehund. C'est un Schwein, c'est cochon, et Hund, c'est chien. N'est-ce pas? Et Arschficker, ça veut dire enculé. Voilà, Arsch c'est cul, c'est l'anus, et Ficker, c'est le baiser, quoi. Et alors là, mon père est presque tombé, il paraît qu'il est tombé évanoui, enfin, presque évanoui. Ma maman est tombée évanouie quand elle l'a appris. C'est comme ça que mes parents ont appris que j'étais homosexuel. Le soir même, donc, nous nous sommes retrouvés dans des cellules à la prison, aux prisons de Mulhouse. Et là, j'ai découvert la cruauté de l'être humain. J'étais donc le plus menu, le plus maigre, le plus jeune. La cellule était encombrée d'une montagne d'hommes, d'êtres humains. Les uns plus mal lotis que les autres. Et moi, on m'a mis, le mur suintait, ça, je le garderai toujours dans ma mémoire, le mur suintait, nous étions donc tous des Français, hein, tous des victimes des nazis. Moi, on m'a mis dans l'eau, moi le plus jeune. Aucun ne voulait se mettre de côté du mur, la flaque d'eau, et j'ai resté là la nuit entière, croupi dans cette eau. Ça m'a fait réfléchir sur moi qui étais un être d'amour, qui le suis encore, qui je ne voudrais que hurler l'amour, d'avoir fait ce jour-là, en une seule journée, le contact avec l'horreur, avec le viol, avec la souffrance, et en plus, l'attitude des compatriotes, n'est-ce pas, qui étaient peut-être il y a quelques jours avant, avec moi, à chercher le plaisir, peut-être. Vous voyez, tout ça, je l'ai découvert en une seule après-midi. Et nous avons été transférés au camp de Vorbruck, qui est dans le Bas-Rhin. C'était un camp qui, en 1941, commençait à se remplir. Il y avait des communistes, il y avait des tziganes, il y avait des juifs, il y avait des homosexuels comme nous autres. Il y avait beaucoup de femmes quand même. Il y avait des prostituées, des droits communs aussi. Ça, c'était terrible, le contact dans ce camp. Moi, un souvenir qui me reste, on passait à la tondeuse. Normalement, on était tous tondus et ensuite à la douche, l'échange des vêtements. Moi, quand même, pendant 2 ou 3 jours, on m'a fait circuler avec la croix gammée sur la tête. J'avais des très beaux cheveux, j'étais un zazou, comme on disait à l'époque. Des cheveux en arrière collés, ça se voit plus maintenant, j'ai plus rien. Mais vous savez, les nazis, ils étaient vraiment très forts, ils inventaient n'importe quoi pour vous diminuer. Alors cette croix gammée, tondue sur ma tête, dans mes cheveux, n'est-ce pas, j'étais la risée des autres. Et en plus, l'insigne qui montrait quand même que j'étais un homosexuel, nous n'avions pas le triangle rose, nous avions un insigne bleu à l'époque. Donc je n'avais pas ni l'étoile, ni l'insigne rouge des politiques, ni l'insigne brun des gitans. On avait un insigne à nous, donc on nous reconnaissait. Alors, il y avait quand même, de la part des compatriotes, de la part des autres, une risée, hein. C'est pour ça, longtemps après, même dans l'armée allemande, je me disais, ça doit se voir sur mon visage.
Longtemps dans la rue aussi, il m'est resté une habitude, une des souffrances particulières qu'on nous réservait là-bas dans le camp, c'était, il fallait toujours courir et ramasser des petits bouts de papier. Et les SS s'amusaient à en jeter. Dès que vous en ramassiez un, ils en remettaient d'autres. Et alors on passait des heures entières à ramasser des bouts de papier. C'est peut-être pour ça que maintenant je suis encombré de papier. Rien que pour dire je ne veux plus les ramasser. Je suis libre, moi, maintenant, d'avoir mes papiers. Vous voyez, c'est terrible. Ça, je voudrais que vous exprimiez tout ça. Enfin, en somme, ma façon de vivre maintenant est ce n'est plus une interrogation, c'est une révolte constante contre mon passé, de ce que j'ai vécu, de ce que... Vous voyez? Alors, pour en revenir au camp, c'est allé très vite dans les premiers jours en juin 41, donc 1 an après l'arrivée des nazis, hein, 1 an après l'arrivée des nazis. Un matin, je ne vois pas Joe, et nous avions tous les matins des appels, ça s'appelait, il fallait aller sur la grande place du camp, où il y avait les potences d'ailleurs aussi pour les pendaisons. Ça, on ne le dit pas assez, et tout ça nous l'avons vécu. Hein, il laissait balader les corps des fois pendant des journées entières, les corbeaux qui tournaient autour. On était toujours avec cette vision. Hein, et je ne vois pas Joe, et je le vois arriver, encadré de 2 gendarmes, enfin de 2 Gestapo. Et ils ont lu, donc toujours en allemand, une sentence, condamnation à mort. Et là, ça je vous parle alors de mon ami. Hein, mon ami, c'était pas mon amant, parce que c'était très pur, c'était magnifique ce que nous avons vécu tous les deux ensemble. Il était là, ils l'ont fait déshabiller, entièrement à poil. Je pèse bien mes mots. Ils lui ont mis un seau en fer blanc sur la tête, donc on ne voyait que le corps, n'est-ce pas, et ils ont lâché les chiens du camp sur lui. Et ça, c'est historique, cette déclaration. Je veux qu'on le sache, qu'on le dise encore maintenant, qu'on en répète dans les chaumières, que partout je veux qu'on le sache, qu'ils ont fait ça, les Allemands. Joe, quand il a été dévoré par les chiens, la musique était diffusée pendant ce temps. Quelle musique vous souvenez? Allemande, de la grande musique allemande. Oui. En partie, ça couvrait les cris, mais les cris déjà étaient couverts par le seau sur la tête, n'est-ce pas, ce seau métallique, mais qui par moments amplifiait le bruit. Ça faisait une sonorisation, si vous voulez. Oui, c'est atroce ce que je vous dis là. Hein? Vous comprenez maintenant pourquoi il y a une bougie qui brûle chez moi? Hein? C'est la mémoire de Joe. C'est lui. Et plus, maintenant que j'ai 70 ans, plus je vieillis, plus j'ai besoin de penser et de sentir. Je me dis, pourvu que sa dernière pensée était pour moi. Vous voyez, à ce point. Puisque je peux pas m'empêcher de penser à lui. Je peux pas, c'est pas possible. Voilà, c'était le témoignage de Pierre Selle en 1993 dans La Basse et J'y suis. Pierre Selle est décédé en 2005. À la suite de ce reportage de La Basse et J'y suis, il y a eu un livre l'année suivante, en 1994, et puis une suite d'intérêt et de développement, et lui-même n'a pas cessé de militer et de témoigner jusqu'à sa mort, jusqu'à faire reconnaître la persécution des homosexuels pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, la-bas.org. Et puis on peut se retrouver aussi sur notre page Facebook. Yann Bouillot et Florent Beauvalet étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assisté de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovic